Espace TV, le 22h. Très heureux de vous retrouver sur Espace TV pour le compte du 22h. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Emmanuel Macron, le président français, refuse d'adresser un message de félicitations au président guinéen après sa réélection. Pourtant, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, élu récemment pour un troisième mandat, a bénéficié du soutien de Macron. Pour lui, Alpha Condé a utilisé le référendum pour se maintenir au pouvoir. Ouattara l'a fait par devoir. Le mouvement syndical guinéen en crise depuis des années peut-il encore se réconcilier? Des démarches sont en vue pour y parvenir. Après la mort de Louis Bemba Souma à l'USTG, les deux camps rivaux sont toujours à couteau tiré, même si la faction de Conakry montre sa volonté d'aller vers la réconciliation. Elle était face à la presse ce vendredi. Bientôt les élections à la présidence de la CAF. 5 candidats au total sont en lice. Le président sortant Ahmad Ahmad. Et sur les chances des différents candidats, nous avons tendu le micro à des observateurs guinéens, des spécialistes du monde footballistique qui évaluent les chances des candidats. Nous allons clore ce journal par la rubrique Infoculture présentée par Balarissa Kouyaté. Elle reviendra sur ce qui concentre l'actualité culturelle. C'est tout pour les titres. Bienvenue dans ce journal. Le président français félicite Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et refuse d'en faire autant pour Alpha Condé. Interrogé par nos confrères de Jeune Afrique, Emmanuel Macron explique pourquoi il n'a pas encore adressé de message de félicitations à son homologue guinéen. Pour lui, Alpha Condé a organisé le référendum pour garder le pouvoir, alors qu'Alassane Ouattara s'est porté candidat par devoir. Daouda Mohamed Camara nous signe ce décryptage. La France n'a pas à donner des leçons. Notre rôle, c'est d'en appeler à l'intérêt et à la force qu'a le modèle démocratique dans un continent de plus en plus jeune. C'est ainsi que répondait le président français à nos confrères de Jeune Afrique lors d'une longue interview. Selon Emmanuel Macron, l'Afrique a intérêt à construire les règles, les voies et les moyens pour avoir des rendez-vous démocratiques réguliers et transparents. L'alternance permet la respiration, elle est aussi le meilleur moyen de permettre l'inclusion dans la vie politique et de lutter contre la corruption qui est le pendant d'une conservation trop longue du pouvoir. Ce ne sont pas des leçons, c'est juste un bon sens. L'on sait quand même, comme Emmanuel Macron, que la France elle-même, jusqu'il y a 12 ans, n'avait pas de limitation de nombre de mandats dans sa constitution. Pour revenir aux deux cas particuliers évoqués par nos confrères de Jeune Afrique, Emmanuel Macron pense qu'en toute franchise, il ne saurait mettre les cas de la Guinée et celui de la Côte d'Ivoire dans la même catégorie. Avec Alpha Condé, le président français dit avoir eu des discussions avec lui et des discussions très franches d'ailleurs, y compris le 15 août 2019 quand il était en France. Le président Condé, selon Macron, a une carrière d'opposant qui aurait justifié qu'il organise de lui-même une bonne alternance. Et d'évidence, il a organisé un référendum et un changement de la Constitution uniquement pour pouvoir garder le pouvoir, estime-t-il. C'est pour ça que je ne lui ai pas encore adressé de lettre de félicitations, indique Emmanuel Macron. Et d'ajouter qu'il pense que la situation est grave en Guinée pour sa jeunesse, pour sa vitalité démocratique et pour son avancée. Pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron comprend bien la position de devoir de Alassane Dramane Ouattara. Daouda Mohamed Camara. En plus bref, le président de l'UFDG, candidat malheureux à l'élection présidentielle dernière, s'est réjoui après cette sortie du président français. Sur sa page Facebook, Cellou Dalein Diallo s'est exprimé en ces termes. Le président Emmanuel Macron admet qu'Alpha Condé a organisé le changement de constitution dont le seul but est de se maintenir au pouvoir. La France reconnaît la gravité de la situation en Guinée. Merci pour ce soutien à la démocratie. Fin de citation. Toujours en plus bref, pour les soutiens du président Alpha Condé, seules les appréciations de l'Union africaine et de la CEDEAO comptent. C'est la seule référence, a dit le ministre Papakoli Koroma chez nos confrères d'Africa Guinée.
Le gouvernement guinéen rejette énergiquement le récent rapport d'Amnesty International sur la Guinée. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile n'est pas content. Damantan Albert Camara reproche à cette ONG d'avoir dressé un rapport tronqué sur les récentes violences post-électorales en Guinée. Il a fait savoir lors d'une conférence de presse tenue hier jeudi à Conakry. Mais qu'est-ce qui a bien pu fâcher l'exécutif guinéen? Je vous propose de suivre quelques extraits du document d'Amnesty avec Mamadou Sadio Baldé. De nombreux autres jeunes sont morts, tués par balle par les forces de sécurité en Guinée entre octobre 2019 et juillet 2020. Dans plusieurs cas, les hôpitaux publics ont refusé de prendre les corps des victimes, empêchant ainsi la réalisation de toute autopsie. Sans autopsie, il est difficile d'élucider les circonstances de ces assassinats et engager des poursuites judiciaires contre les bourreaux. L'impunité dont bénéficient les forces de défense et de sécurité guinéennes doit cesser. Les autorités guinéennes doivent entreprendre des actions efficaces pour garantir la justice et faire cesser à tout prix les exactions. Fabien Hoffner, chercheur pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International, explique la méthodologie de travail de son ONG pour vérifier les informations données. Je cite, « On remonte aux auteurs la vidéo et l'on travaille avec des collaborateurs qui sont spécialisés dans les images satellites pour permettre, une fois qu'on a eu quelques éléments sur l'adresse précise où a été tournée ces vidéos, pour vérifier cette localisation. » Fin de citation. Mais ce qui a le plus irrité le gouvernement guinéen et le département de la sécurité et de la protection civile en particulier, c'est cette interview accordée à Guinée 7 dont voici un extrait. Êtes-vous au courant de la décapitation de 4 membres des forces de sécurité qui assuraient la garde du train aluminier de Fria? Nous avons été informés de l'attaque du train à travers les médias et des conséquences dommageables que cet événement pourrait avoir sur l'ensemble des activités économiques à Fria. Nous comptons nous tenir informés de la procédure judiciaire en cours à ce sujet puisque des arrestations ont été effectuées. Nous n'avons pas recueilli d'informations sur l'identité des agents de forces de défense et de sécurité tués ni sur la façon dont ils l'ont été. Si vous avez un lien qui revient sur ce drame, cela nous intéresse. Avec tout le tapage médiatique qui a été fait autour de ça, avec tout ce qui a été dit, avec la gravité des faits, les représentants d'Amnesty International n'ont eu aucune information sur le massacre de 4 agents sur un train qui a déraillé. Sur un plan tout autre, réinventer un monde plus sûr, c'est sur ce thème que l'humanité a célébré la journée mondiale des droits de l'enfant. En Guinée, cette journée n'a pas connu de ferveur dans la capitale. Nombreux sont des enfants qui se trouvent dans des situations critiques. Certains sont obligés de sortir pour avoir de quoi vivre. Une situation qui impacte les ONG œuvrant pour la protection des enfants. Reportage Dina Bangoura, Abdoul Aïe Kamara. Cette journée qui marque le 30e anniversaire de l'adoption de la Convention des droits de l'enfance passe inaperçue chez ces enfants. La pauvreté est la principale menace pour eux. Ils ne sentent aucune avancée dans leur protection. Ce site représente de l'or pour eux. C'est ici qu'ils viennent tous les jours à la recherche des ordures, puis ils revendent. Certains ne sont pas suivis par leurs parents. Ibrahima Conté fait ce travail pour être utile à sa famille. Je ramasse les ordures et on me paye à la fin du mois. Je fais tout ça pour ne pas voler. Tout ce que nous demandons, c'est de nous trouver un emploi. Dans la capitale, ils sont nombreux qui traînent dans les rues. Un fait qui augmente la déscolarisation des enfants. Le taux de scolarisation qui est depuis 2017 de l'ordre de 88,6% baisse au secondaire à 29,7%. Certains sont obligés d'abandonner faute d'accompagnement. J'ai commencé à vendre de l'eau glacée pendant que j'étudiais. Je n'étudie plus actuellement et je préfère vendre. L'instrumentalisation, le viol, l'exploitation et tant d'autres sont faites aux enfants. Pour ces activistes, la non-application des lois est à l'origine de tous ces maux qui gagnent le cœur des malfaiteurs. Nous sommes dans un pays où le droit est méconnu, on ne va pas se leurrer la face. La Guinée en longueur de journée, comme d'ailleurs vous pouvez le constater vous-même, c'est des violations flagrantes des droits de l'enfant. Et pourtant, cette couche fragile aujourd'hui mérite une attention particulière. Nous avons des droits et ces droits doivent être respectés. Et aussi, il ne faudrait pas que ces droits
soit juste des documents juridiques pour embellir nos bibliothèques, mais doivent être appliqués. Malgré les multiples plaidoyers faits par Adonis et son équipe, la situation reste pour l'heure alarmante. Janvier jusqu'à maintenant, je puisse vous dire qu'on a au moins traité plus de 92 cas d'enlèvement d'enfants, plus de 347 cas de viol, plus de 126 cas de coups et blessures sur les enfants. Et tenez-vous bien, plus de 100 et quelques cas aussi sur des cas de mariage précoce. La journée est passée inaperçue. Dans les actes, les gouvernants se montrent moins disponibles pour la protection sociale. Dans le même registre, Christine Naré-Kaporé, la représentante adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF, à l'occasion de cette journée mondiale dédiée aux enfants, a animé un point de presse ce vendredi à son siège de Koleya. Objectif, faire une rétrospective sur les impacts de la Covid-19 dans le monde des enfants. Pas de présenter de nouvelles stratégies de prévention des enfants à quelques jours de la rentrée des classes. Ali Badara Kamara, Ibrahima Souri Kamara, reportage. Célébrée dans un contexte de crise sanitaire qui sévit dans le monde depuis plusieurs mois, la Journée mondiale de l'enfant de l'année en cours a connu la rupture spontanée des activités, notamment dans le secteur éducatif. En Guinée, plus de 14 000 établissements ont été fermés et 3 millions d'élèves ont séjourné à la maison. Grâce à une forte implication du Fonds des Nations Unies pour l'enfance avec le gouvernement et ses partenaires du système éducatif, la continuité des programmes a été assurée. Pour la rentrée scolaire 2020-2021, plusieurs stratégies de protection des enfants sont déjà élaborées par l'UNICEF. Et pour la rentrée qui vient également, nous avons entamé un processus avec le gouvernement et dans quelques jours, dans 2-3 jours, il y aura le lancement de le retour à l'école, d'une campagne pour encourager les familles à ramener les enfants à l'école. Et pour cette rentrée scolaire également, l'UNICEF a débloqué des ressources pour assurer que les enfants seront dans un environnement sécurisé, pour doter les écoles de kits de lavage de mains, pour doter les élèves de masques et plusieurs autres choses afin que pendant qu'ils apprennent, qu'ils ne se contaminent pas et surtout qu'ils ne ramènent pas la maladie au niveau des foyers où nous avons également des membres des familles de différents âges, des personnes de santé fragile. Et donc c'est comme ça que nous contribuons aussi à aider dans la riposte contre cette pandémie. La pandémie du Covid-19 a fortement impacté le monde d'enfants. Au-delà du système éducatif, le taux des violences dont sont victimes des enfants au sein des ménages a connu une croissance ces derniers temps. Une situation que regrette l'UNICEF, mais aussi sur la chute du taux de fréquentation de la vaccination. Parce que les centres de santé fonctionnaient, mais les parents avaient peur d'aller dans les structures de santé. Et une étude qui a été faite a indiqué que 19%, nous avons constaté une chute de 19% des taux de fréquentation pour la vaccination des enfants. Ça veut dire que ce sont des milliers d'enfants qui vont être impactés aussi par cette crise. Ce 20 novembre a fait l'objet d'une présentation au public. Une campagne de sensibilisation est engagée par l'UNICEF à travers son ambassadeur national des enfants, Sekouba Bambino Diabaté, qui à cette occasion a dédicacé un morceau sur la sensibilisation des parents dans le cadre de la vaccination des enfants. Vaccin pour tous, vacciner nos enfants. Vaccin pour tous, vacciner nos enfants. Agnandé nous vacciner, Moussolo aidé nous vacciner, Agnandé nous vacciner. Denfalu aidé nous vacciner, Namade nous vacciner. Djangaro mito, Djangaro polio, Obana lomina onfa. Ambénimisa, Namade nous vacciner, Djangoro doto, ko paludisme, Obana lomina, bana lomina bi, Ambénimisa,
Vaccin pour tous, vacciner nos enfants. Voilà, c'est ça. Au cours de l'année 2021, les pays impactés par le coronavirus bénéficieront des vaccins. Représentante adjointe de l'UNICEF en Guinée. Avant de poursuivre ce journal, faisons ce rappel sur les chiffres du Covid-19 en Guinée. Ce vendredi, après un test effectué sur 3349 personnes, la Guinée enregistre 59 nouveaux cas confirmés de coronavirus. 32 guéris supplémentaires ont quitté les CTP. Le cumul des cas confirmés fait état de 12 798. Le cumul des cas de guérison est de 11 821 et le total des décès est de 75. Les rivalités au sein du mouvement syndical guinéen sur le point d'être définitivement réglées. C'est sur la dépouille de Louis Bemba Souma récemment. Les syndicalistes s'étaient engagés à aller vers la réconciliation. Pour lier l'acte à la parole, l'USTG version Conakry a animé aujourd'hui une conférence de presse. Ces syndicalistes se disent disposés à faire la paix. Djibril Ba, Tierno Saadouba. Hier, une fierté de toute une nation. Aujourd'hui, une déception pour de nombreux Guinéens. Certains syndicalistes, au cours d'un point de presse, ont réitéré leur volonté de rabibocher leur position jusque-là antagonique. Déchiré par des querelles intestines, Abdoulaye Sow voudrait soigner cette image. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, le bureau exécutif national de l'USTG, pour réfléchir sur le sujet, voir quels sont les termes de référence. Quelle est la feuille de route? Quelle est la faisabilité? Nous sommes longuement interrogés, nous avons échangé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà pris le problème en compte en tant que bureau exécutif. Aboubakar Souma Dusleg avait déjà posé des conditions de l'effectivité de cette réconciliation. Abdoulaye Sow le lui concède. Il précise que chaque structure syndicale a ses principes pour aboutir à une réconciliation. Vous ne pouvez pas aller discuter avec quelqu'un dans la facilité. Il y a toujours des difficultés que, ensemble, avec votre esprit, votre volonté, allez transcender pour aller vers la bonne solution. Cette désunion des syndicalistes laisse entrevoir une désolation chez la plupart des leaders syndicaux. Toutefois, une volonté s'affiche. Mais je dis encore une fois, quel que soit le problème, nous avons la volonté de recevoir tout le monde, discuter, trouver la solution. Nous avons cette volonté. Abdoulaye Sow rajoute que personne ne sera exclu. L'idée de la réintégration d'un groupe de dissidents est plausible. L'aménagement du centre administratif de Koloma se poursuit. Le groupe Guicopress a bénéficié d'un contrat de réalisation de plusieurs bâtiments modernes à usage administratif. 2 immeubles qui doivent abriter le ministère de l'Éducation nationale sont en cours de construction. Le délai d'exécution des travaux est d'1 an. Mamadou Kalisso, Mamadou Aliouba, publie reportage. Il s'agit de 2 bâtiments R+12 extensibles à R+15 selon les promoteurs du projet. Des bâtiments modernes dotés chacun d'un groupe électrogène automatique, de 4 ascenseurs, d'un système de climatisation centralisé, de détection incendie, entre autres. Pour gagner en temps et respecter le délai d'exécution des travaux, Guicopress a opté pour une méthode innovante en BTP. On a opté pour une solution qui s'appelle la post-tension. Au lieu de faire les dalles avec le système traditionnel du béton armé, on a utilisé ce système qui est le post-tension, qui a plusieurs avantages. Tout d'abord, il réduit le coût de réalisation en quantité de béton et quantité de fer, et qui réduit aussi énormément le délai d'exécution. Donc c'est un système qui va nous permettre d'optimiser plus que 50% du délai d'exécution. Le chantier est situé juste derrière la RTG Koloma. Ce projet constitue la première phase du partenariat public-privé entre l'État et le groupe Guicopress. Une fois terminé, ces bâtiments devraient abriter le ministère de l'Éducation nationale. Les différents partenaires en visite de chantier sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux. Je constate qu'ils vont très vite et toutes les dispositions sont prises pour produire des bâtiments vraiment modernes.
Et on profite de l'occasion pour dire aussi à ceux qui hésitent encore que les travaux ont déjà commencé sur le centre directionnel de Koloma. La preuve en est-il que l'entreprise Gecopress est là. Elle a déjà commencé à construire des bâtiments. Et donc nous invitons tout le monde à faire comme l'entreprise Gecopress. Pour la conception et la réalisation des travaux, des compétences internes et externes sont utilisées. La fourniture des matériaux locaux de construction est assurée par des Guinéens. Le lancement officiel ce vendredi des travaux de haute intensité de main-d'œuvre en faveur des jeunes de la commune de Matoto. C'est un projet d'appui aux infrastructures sociales de paix, une initiative du PNUD et de Search for Common Ground, sous financement du Fonds de consolidation pour la paix. Rosaline Goto-Monemou, Ibrahima Souri 5 Souma, compte rendu. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la prévention des conflits et le renforcement de la citoyenneté. Il vise à accompagner 500 jeunes de la commune de Matoto. Le PNUD, l'un des partenaires techniques, réitère sa volonté d'accompagner les efforts du gouvernement. C'est des activités qui vont être réalisées sous l'égide du ministère de la Citoyenneté, mais surtout en collaboration avec les autorités locales. C'est également le lieu de réitérer la constante disponibilité du PNUD à accompagner le gouvernement dans l'élaboration et la mise en œuvre de projets et programmes de développement. Le maire de Matoto salue cette initiative et rassure les partenaires d'accompagner le projet pour sa pérennisation. En tant que l'autorité, c'est pour nous une grande satisfaction et un offre de soulagement, non seulement pour deux volets, la quiétude dans la cité et l'insertion jeune pour leur autonomisation. Je profite de cette occasion pour leur rassurer de notre engagement sans faille, surtout que ça fait partie du programme de société du président de la République, comment faire face aux questions jeunes pour l'avenir de notre pays. Les bénéficiaires seront appuyés en tant qu'acteurs de paix. Ils se réjouissent du geste et remercient les initiateurs. Nous, les jeunes de la commune de Matoto, sommes très ravis de ce projet parce que ce projet permet aux jeunes Guinéens de se débarrasser non seulement de la paresse et participer aussi au développement réel de notre cher pays, la Guinée. Ce projet d'appui aux infrastructures sociales de paix va certainement contribuer à l'autonomisation de la couche juvénile de la commune de Matoto. Le groupe Adafo Média se rapproche de plus en plus de ses auditeurs et de ses téléspectateurs à l'occasion de la semaine de chance, notamment le vendredi 13 novembre. 3 auditeurs sont sortis vainqueurs et ont raflé un montant d'1 million de francs guinéens chacun. La remise officielle a eu lieu hier jeudi, ici, dans les locaux d'Adafo Média. Antoinette Dédé Onivogui pour plus de précisions. Comme à l'accoutumée, le groupe Adafo Média a organisé la semaine dernière une promo spéciale quiz dénommée Vendredi 13. 3 auditeurs ont remporté un montant de 3 millions de francs guinéens. Le directeur des antennes régionales est largement revenu sur les règles du jeu. On a posé des questions, par exemple, sur les dates d'anniversaire des radios en région. Donc, on a eu 3 gagnants, 2 au compte de la radio et un téléspectateur au compte de la télé. Donc, raison pour laquelle on a organisé cette remise cet après-midi en guise de récompense. Souvent, on le fait pour nous mettre souvent nos auditeurs très bien et voilà, autour des promos. Émus, ces récipiendaires ne s'attendaient pas à cette offre avec la conjoncture actuelle. C'est pourquoi ils n'ont pas tari d'éloges à l'ensemble des travailleurs d'Adafo Média. Je suis vraiment émue, donc je profite pour remercier tous les travailleurs encadrés de la radio Espace, car vraiment 1 million c'est énorme, c'est beaucoup. Vraiment, ce n'est pas donné à n'importe quelle personne d'autre. C'est juste une façon de nous faire plaisir. Donc moi je pense que c'est vraiment beaucoup. Je ne peux pas dire plus que ça, sauf que remercier tout le personnel de Adafo Média. Chaque matin ici devant la télé, tellement que j'aime les émissions. Je suis très content. Je remercie Espace et tous les travailleurs d'Espace TV. Beaucoup de surprises sont encore attendues, notamment la semaine des 3 mois de loyer gratuit, dont les inscriptions ont d'ailleurs commencé.
Initiative encouragée. Sport, football, élection à la présidence de la CAF. 5 candidats sont en lice pour le poste de président de la Confédération africaine de football. Et parmi eux, le président sortant Ahmad Ahmad. L'assemblée élective se tiendra le 12 mars prochain à Rabat au Maroc. Celui qui sera élu aura la lourde charge de redorer le blason du football africain pendant les 4 prochaines années. Et sur les enjeux de cette élection, notre rédaction a interrogé Amadou Dioulde Diallo, journaliste, historien, Alseni Baldé, pour ce reportage. Tout d'abord, pour briguer la tête de la Confédération africaine de football, il faut faire acte de candidature. Ne peut être candidat que les membres ou ceux qui ont été membres de l'institution. Le journaliste Amadou Dioulde Diallo donne des tendances. L'élection va être d'abord, va prendre une couleur linguistique, francophone, anglophone et comment j'appelle, et arabophone. Donc, à défaut maintenant du président de la Fédération marocaine de football, le président mauritanien est sorti candidat. Il pourrait, donc, si la candidature d'Ahmad n'était pas validée par la FIFA à cause de ce que je vous ai dit tout à l'heure, reporter leur voix sur le Mauritanien. Augustin Senghor est président de la Fédération sénégalaise de football depuis 2009. Il est maire de l'île de Gorée et il est également avocat. Et il est vice-président de la commission juridique de la CAF et membre du comité exécutif de la CAF. Et le Mauritanien Ahmed Yahya est le fondateur du FC Nouadhibou. Il est président de la Fédération mauritanienne de football et je crois membre du comité exécutif de la CAF. C'est donc le 5e qui est le Sud-Africain Patrice Motsepe, qui est le président de Moodlandé Sandoz d'Afrique du Sud, qui est milliardaire, qui travaille dans les mines. S'agissant du cas de Jacques Anouma, c'est la 2e fois qu'il se présente après 2013. À l'époque, il avait été empêché par un article de la CAF pour briguer le poste de la présidence de la Confédération africaine de football. L'ancien patron de la Fédération ivoirienne de football sera-t-il éligible cette fois? Amadou Dioulde Diallo répond. Rawaroua, c'est lui qui a proposé la motion de censure à l'Assemblée générale de la CAF aux Seychelles une année auparavant pour justement éliminer Jacques Anouma. Va être, je peux dire, à sa 2e tentative parce qu'il avait manifesté l'intention de se porter candidat contre le président Issa Hayatou. On avait trouvé, si vous voulez, un texte ou un article qui l'a empêché de se présenter à travers son président, M. Raroua, qui disait que ne peut être candidat au comité exécutif de la CAF que celui qui en a été membre ou qui en est membre. Or, il s'est trouvé que Jacques Anouma, en étant président de la Fédération ivoirienne de football, n'avait pas appartenu au comité exécutif de la CAF, mais a appartenu au nom de l'Afrique au comité exécutif de la FIFA, ce qui l'a éliminé de facto. Le journaliste estime que le Guinéen Antonio Souaré pourrait faire acte de candidature pour tout de même être membre de la Confédération africaine de football. J'estime qu'Antonio aussi, il va de soi qu'au niveau de la Guinée, c'est lui qui présente les candidatures. Il est président de la fédération. J'espère qu'il utilisera la même méthode pour écrire à toutes les fédérations de la zone ouest pour dire je suis le candidat de la zone ouest. En ce moment, il n'aura pas un autre candidat venu d'autres pays. En guise de rappel à la CAF, les élections ne concernent pas tous les membres du bureau exécutif. Souvent, on procède aux élections de manière à ce qu'il y ait toujours des anciens qui restent, selon un règlement de l'institution. Et puis pour clore ce journal, les activités culturelles à travers le monde reprennent pied cette fin d'année 2020. Les nominations se font beaucoup plus sentir entre les NRJ Music Awards et le prix RFI Découverte. Les artistes ne manquent pas de booster les fonds pour les votes. Ce sont les grandes lignes de la rubrique Info Culture présentée par Balarissa Kouyaté.
Bonsoir à tous et merci de suivre avec nous l'actualité culturelle sur le plan national après le récent succès de ses dernières sorties de singles ADD en featuring avec Fishkilla du groupe Instinct Killers, Wooly ou encore Wayenla. L'artiste Mousto Camara vous donne rendez-vous pour son nouvel album intitulé Wangwanyi. Le rendez-vous donc est donné pour le 5 décembre 2020 au Palais du Peuple à partir de 20h pour la dédicace de son nouvel album Wangwanyi qui devrait normalement sortir au mois d'avril dernier. Le chanteur Mousto Camara donne rendez-vous et en même temps les entrées sont fixées à 70 000 francs le balcon, le parterre à 100 000 francs et le VIP à 150 000 francs guinéens. Depuis plusieurs années maintenant, la Guinée compte des finalistes lors des éditions de la compétition lancée par la Radio France Internationale, prix découverte RFI, après donc Bébé Baya qui a raté le trophée de l'année dernière. Cette année, la culture guinéenne sera représentée par Manamba Kanté qui figure parmi les 10 finalistes. Pour décrocher cette distinction, la pensionnaire de la maison de production R&B Boss Music, dont la structure s'est réjouie de la nomination, va devoir faire face à de nombreux talents sur le continent africain pour pouvoir accrocher un autre trophée dans sa maison, après celui bien sûr de son mari Soulbanks qui a lui remporté le prix RFI Découverte. Sur la page Facebook, il est écrit Ready to Vote, la Guinée au carrefour des grands rendez-vous artistiques, une autre nomination à notre honneur au prestigieux prix découverte RFI de l'artiste Bangoura Manamba Kanté. S'est-elle réjouie à rappeler qu'en 2015, elle gagne le concours Africa Stop Ebola dirigé par Valérie Malo, directrice de l'agence 3D Family, et le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoli, artiste dans la veine. Elle a présenté son tout premier album le 26 avril 2019 au Palais du Peuple de Conakry sous le label R&B Boss Music. Sur le continent, samedi 14 novembre 2020, s'est tenue la 5e édition des Sotigi Awards au canal Olympia de Ouagadougou. Cette cérémonie récompense les acteurs et actrices du cinéma africain. La série Maîtresse d'un homme marié de la productrice Kalista Si gagne 2 distinctions avec Halima Gadji alias Marem Dial qui remporte la meilleure interprète féminine africaine et Ndeye Binta Leye alias Lala le prix de l'espoir africain. Pour les acteurs du cinéma sénégalais, c'est une fierté de voir le Sénégal se distinguer au niveau continental. Par ailleurs, il y avait des acteurs de la série Golden qui étaient aussi nominés comme Amélie Mbaye alias Maj pour la meilleure interprète féminine africaine et Souleymane Sey Ndiaye alias James Guy pour le meilleur interprète masculin africain. Ailleurs dans le monde, la 22e édition des Energy Music Awards se tiendra le 5 décembre aussi 2020. Et comme à l'accoutumée, de grands noms seront au programme depuis bien sûr sa première diffusion en 2000. Les Energy Music Awards sont devenus la cérémonie de récompense musicale incontournable en France, malgré les conditions sanitaires strictes. Le show, qui sera diffusé sur TF1 le samedi 5 décembre, devra bel et bien pouvoir tenir toutes ses promesses. Pour cette édition, la scène urbaine hexagonale sera fièrement représentée par Aya Nakamura, Amel Bent et Weshden, toutes nominées pour le trophée de l'artiste féminine francophone de l'année. Cette dernière est également nominée pour le titre de révélation francophone de l'année, où elle sera notamment en compétition avec Attic, Soul King et Taïk. Côté artiste masculin francophone de l'année, on découvre James et son frère cadet Dadju qui seront d'ailleurs opposés à Matt Pokora qui s'était attiré les foudres d'Aya Nakamura et Matt Houston après avoir été élu meilleur artiste français au MTV EMA 2020. La scène urbaine française mise à l'honneur en ce qui concerne la collaboration francophone de l'année. On retrouve également Au Beau Monde avec l'artiste et Carolina pour le titre Comme Avant. Soul King et Dadju avec Mel Jim, Big Flo et Oli featuring Bon Attendeur sur Coup de Bleu Soleil, James et Sting sur le titre Reste, et enfin Amel Bent et Jiménez avec Jusqu'au bout. Ces dernières sont également nominées dans la catégorie chanson francophone de l'année avec ce même titre face à Attic et son fameux Angela, notamment. À nos zéros du quotidien de Soprano est lui en lice pour le trophée du clip de l'année, alors que David Guetta
Guetta et DJ Snake vont quant à eux concourir pour le titre de DJ de l'année. Si les Energy Music Awards font la part belle aux artistes français, ils n'en oublient pas non plus les stars US dans la catégorie artiste masculin international de l'année. Justin Bieber est notamment opposé à Jason Derulo et The Weeknd. Ce dernier est également cité pour la chanson internationale de l'année avec Blinding Lights face à Karol G et Nicki Minaj avec le morceau Tusa, ou encore Black Eyed Peas et J Balvin avec leur célèbre Ritmo, qui concourent d'ailleurs eux aussi pour la collaboration internationale de l'année. Billie Eilish, Dua Lipa, Lady Gaga et Miley Cyrus, entre autres, seront pour leur part en course pour le trophée d'artiste féminine internationale de l'année. C'était tout pour l'actualité culturelle de ce vendredi. À la semaine prochaine pour d'autres actualités. Balarissa Kouyaté, c'est la fin de ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Au revoir.